Alors, la formulation de la troisième battle vous a peut-être interpellé. La cohésion territoriale est-elle un frein à la croissance? C'est vrai que réduire les inégalités entre territoires, c'est un objectif politique qui est explicitement prévu par le traité de Lisbonne, avec toujours cette question qu'on a en partie abordée dans la battle précédente. Est-ce qu'on continue à soutenir les espaces les moins favorisés, ou alors est-ce qu'on investit dans les régions à fort potentiel de développement? Alors, pour en débattre, pour cette troisième battle avant la pause, Pierre Madec de l'OFCE et Denis Ferrand de COE Rexecode. Bien, alors même punition que pour les autres. En quelques mots, si vous pouvez nous dire qu'est l'OFCE, qu'est COE Rexecode. Mais en fait, nous sommes des jumeaux. C'est ça. Okay. En fait, c'est pas une battle alors, on m'a menti. Et on n'est pas un think tank. Non, donc, on est des jumeaux, mais des jumeaux contrariés par certains aspects. En fait, Rexecode et l'OFCE ont été créés en même temps à l'initiative de Raymond Barre. Il y avait eu un rapport à la fin des années 70 qui, constatant la pauvreté du débat de politique économique en France, avait voulu doter les organismes paritaires d'un organisme de référence. Et donc il y a eu l'IRES qui a été créé, en fait nous sommes des triplés, il y a eu l'IRES qui a été créé près du monde syndical, il y a eu l'OFCE qui a été créé plutôt en appui avec le monde académique et le monde... alors pardon, je préempte ta présentation. Le monde académique est également plus proche aussi de préoccupations liées au monde public. Et puis le Rexecode qui a été créé pour apporter un diagnostic de politique économique pour le monde des entreprises. Ce qui fait que Rexecode intervient dans le débat de politique, intervient sur deux aspects. Une analyse de l'évolution de l'environnement économique pour les entreprises et puis une description d'enjeux de politique économique à l'aune des conséquences que cela a pour le développement des entreprises. L'OFCE est d'accord avec son jumeau, qui a fait une très bonne description de ce qu'est l'OFCE. Donc on n'est pas un think tank, on est plutôt un centre de recherche, on est rattaché à Sciences Po et on fait deux prévisions macroéconomiques chaque année et on fait beaucoup d'évaluations de politique publique, comme Rexecode. Alors la cohésion territoriale est-elle un frein à la croissance? D'abord, on va peut-être commencer par définir qu'est la cohésion territoriale. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, je partirais même carrément du titre de cette battle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans la relation qu'il y a entre cohésion territoriale et croissance. Et notamment du point de vue de l'appréhension politique. Pendant très longtemps, la relation entre croissance et cohésion territoriale, venait de territoires qui avaient l'impression d'être exclus de la croissance. Et donc, c'était une aspiration, c'était une demande de cohésion territoriale pour être acteur de cette croissance. Aujourd'hui, la relation entre ces deux termes, ce n'est pas une relation de participation, mais c'est plutôt une relation presque d'exclusion ou de conservation de la croissance. C'est-à-dire que, pour faire image, dans les années 70-80, les régions qui revendiquaient de la cohésion territoriale, c'était les régions qui étaient plutôt en retard de croissance ou en retard de développement par rapport à une entité plus générale, qu'elle soit l'État. On pourra en parler d'ailleurs de l'espace auquel on doit envisager le terme de cohésion territoriale. Aujourd'hui, les territoires qui vont avoir une expression, non pas en termes de cohésion, mais qui vont avoir une expression territoriale forte, sont des territoires qui sont beaucoup plus dans le registre de l'individualisme quasiment, ou en tout cas de la volonté de conserver la croissance chez eux. Ça va être la Flandre. Alors, on ne les voit pas forcément en France, sauf chez les Savoyards. En fait, je suis moi-même Savoyard. Donc les Savoisiens veulent garder de la croissance. Bon, heureusement, ils sont très peu représentatifs. Mais les territoires dans lesquels on va avoir une aspiration à la conservation de la croissance, la Flandre, la Catalogne, évidemment, la Lombardie, on voit bien que cette relation entre cohésion et croissance n'est plus du tout la même. Elle s'est inversée. Elle s'est inversée pour une raison qui, à mon avis, est simple. C'est que partout, la croissance a fléchi. Et donc, dans ces moments-là, il y a une aspiration à la conserver beaucoup plus sur le territoire que de penser à la partager. Et donc, la cohésion territoriale, c'est pour ça que poser la question en termes de frein de la croissance, ça renvoie au fait que la croissance étant atrophiée un peu partout, il y a des tentations qui sont beaucoup plus fortes pour pouvoir la conserver localement. Non, la question de l'échelle, elle est en effet cruciale. C'est-à-dire qu'on a parlé sur les deux battles précédentes, on a essayé de faire un dessin un peu de la France, mais qui en fait est très compliqué à faire, parce que vous prenez par exemple les deux communes les plus pauvres de France, elles appartiennent toutes les deux à la région la plus riche qui est l'Île-de-France. Donc est-ce qu'il faut considérer une cohésion territoriale à l'échelle des régions,
à l'échelle de métropole versus le reste de la France, on voit bien qu'au sein même des métropoles, il y a des inégalités territoriales qui sont très fortes. Donc la question de savoir à quelle échelle on s'attaque à la cohésion territoriale, c'est crucial. Le deuxième point, c'est que, mais du coup je suis un peu en train de démonter le titre, mais en fait la cohésion territoriale n'a pas de sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une commune pauvre? Si on prend Grigny et Clichy-sous-Bois, qui sont les deux communes les plus pauvres de France, au sein de l'Île-de-France, qui est la région la plus riche, pourquoi elles sont pauvres ces communes? Parce qu'en fait il y a des pauvres dedans. Mais donc c'est pas le territoire qui est pauvre, c'est les gens qui occupent le territoire qui, eux, sont pauvres. Donc en s'attaquant à l'idée qu'il faut aider les territoires, il y a des territoires en retard, des territoires qui devanceraient d'autres. En fait, c'est pas tellement les territoires, c'est plutôt les gens qui occupent ces territoires-là qui sont soit plus au chômage, soit dans des situations de pauvreté plus importantes. Donc est-ce qu'il faut aider les territoires ou est-ce qu'il faut aider les gens qui occupent ces territoires-là? C'est une vraie question. C'est vrai que cohésion territoriale et cohésion sociale se confondent par beaucoup d'aspects. Et pour rester dans la dimension spatiale, aujourd'hui, l'acteur qui a une politique, on va dire, régionale, si on replace cette fois-ci la cohésion territoriale, non pas à l'échelle de la métropole, mais effectivement, cette question est clé, mais l'acteur qui a aujourd'hui une capacité d'intervention en matière de cohésion territoriale, ça reste l'Europe. Or, qu'est-ce qui fait défaut pour pouvoir construire une véritable cohésion de territoire? C'est en réalité, vous n'êtes cohérent qu'à partir du moment où vous avez une forme de récit, où vous avez une forme aussi de sentiment d'appartenance. Or, créer une cohésion à l'échelle européenne, on voit bien les ressentiments qui existent à l'intérieur de l'Europe, qui en fait est traversée de divergences extrêmement fortes et qui est le premier frein aussi à la formation de cohésion territoriale. Les outils premiers de cohésion territoriale, ça va être toutes les interventions régionales que peuvent faire l'Europe, et celles-ci en fait ne participent pas d'une construction politique d'identité, d'appartenance. Est-ce que la cohésion territoriale, ça passe forcément par une politique d'aménagement du territoire, des aides publiques? Alors, politique d'aménagement du territoire, c'est pas. Alors, oui, elle est indispensable. Elle est indispensable, mais c'est vrai qu'on va penser cohésion territoriale en premier lieu par des transferts de fonds publics. Or, alors je ne suis pas du tout un apologue de la théorie du ruissellement ou du premier de cordée, mais ce qui va, et ça a été rappelé tout à l'heure par Hervé Lebras, ce qui va faire la cohésion territoriale, c'est en premier lieu des flux de nature privée. Le fait que la richesse ne se produit et ne se consomme pas forcément dans des lieux identiques. La richesse peut se créer principalement en Île-de-France, mais par les mouvements des personnes, vous avez une irrigation de régions qui vont être adjacentes par la consommation que peuvent faire les personnes qui sont localisées en Île-de-France, eh bien, qui dans le nord, qui sur le littoral, parce que vous avez des mouvements de retraités, parce que vous avez de l'activité touristique. Donc la première redistribution, le premier facteur de cohésion, c'est avant tout les fonds privés. Ensuite, vont intervenir effectivement des politiques, on va dire, d'aménagement du territoire. Là, on va avoir beaucoup plus effectivement la prise en compte de fonds publics, mais qui doivent participer, là encore, cela a été rappelé, de la véritable formation d'un projet qui permet de donner une impulsion de développement territorial. C'est peut-être là qu'on aura un petit point de désaccord. Des jumeaux, mais quand même. C'est de dire... En gros, c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est les entreprises qui créent de l'emploi, c'est les entreprises qui créent de l'attractivité économique. Après, pour remettre un peu en perspective et regarder, on dit souvent qu'il y a une métropolisation en France, on le voit bien, il y a une centralisation de plus en plus importante autour des métropoles. Les mécaniques qui sont à l'œuvre de la métropolisation, elles sont contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce qu'on appelle les phénomènes de convergence. Pourquoi on va aller concentrer l'activité sur les métropoles? Parce qu'il y a des gains de productivité importants, parce qu'il y a des aménités, il y a des transports, il y a du foncier disponible, etc. Et puis, il y a, à contrario, les mécanismes de divergence qui fait qu'on s'écarte des métropoles, et on le voit bien notamment à Paris, où il y a de plus en plus d'entreprises, de sièges sociaux qui vont s'installer en petite couronne, qui s'écartent un peu du centre-ville, parce qu'il y a des problèmes de pollution, de transport, de foncier cher, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'investissement public est un peu inhérent au développement des territoires quand même. C'est-à-dire que quand il y a une entreprise qui s'installe, même si on ne l'a pas aidée, même s'il n'y a pas besoin d'être public pour que l'entreprise s'installe sur ce territoire-là, eh ben, il faut construire des routes, il faut construire des écoles, il faut construire des crèches, il faut construire des transports en commun. Et tout ça, ce n'est pas l'entreprise qui le fait, c'est plutôt soit les collectivités locales, soit l'État. Donc
la place, même si ce n'est pas elle qui est déclencheur de l'investissement privé, l'investissement public a quand même une place très importante dans le développement des territoires et donc dans la cohésion territoriale et donc dans la lutte contre les inégalités. En tout cas, sur la cohésion territoriale, il y a aussi un élément qui fait là encore le pendant avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question de la mondialisation et en réalité aussi de la place de l'industrie, de l'industrialisation. C'est qu'avec la transformation des économies, beaucoup de choses poussent à la métropolisation. En particulier, la tertiarisation d'une économie, c'est aussi facteur de métropolisation parce que les activités tertiaires ont intrinsèquement exercent des effets d'agglomération peut-être plus importants que cela ne peut l'être pour l'industrie. Enfin, quand on regarde par exemple la carte industrielle de l'Allemagne, alors je ne vais pas parler de l'Allemagne de l'Est, mais restons sur l'Allemagne de l'Ouest, on voit que la carte industrielle est assez disséminée. L'industrie a peut-être plus de capacité à être localisée en différents points de territoire que ne l'est l'activité tertiaire. L'activité tertiaire est un facteur de concentration et donc vient reposer, là encore, l'aspect, vient à nouveau questionner la dimension de la cohésion qui va beaucoup moins de soi quand votre économie se transforme. Mais pardon, mais pour revenir, et vous allez peut-être me répondre à la question qui est posée, est-ce que créer de grosses métropoles, ça fait de la croissance ou pas ? La question qui est posée, c'est, je la lis en même temps du coup, la cohésion territoriale était un frein à la croissance. Donc, si on veut traduire cette question-là, ça veut dire, est-ce que la lutte contre les inégalités territoriales est un frein à la croissance ? La réponse, quand on lit un peu ce qui se raconte dans le monde académique, mais aussi dans de grandes institutions comme l'OCDE, le FMI, l'OCDE, le FMI, qui sont quand même pas des gauchistes patentés, ont une tendance forte à dire la lutte contre les inégalités, c'est bon pour la croissance. Et les inégalités, par contre, ont un impact négatif sur la croissance. Donc, à partir du moment où on dit, en fait, les inégalités entre territoires sont des inégalités entre ménages, entre personnes, et qu'en luttant, en faisant de la cohésion territoriale, on lutte contre les inégalités entre personnes, et ben, dans ce cas, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur la croissance. Après, il faut voir comment on le fait en France, mais on pourra y revenir après, mais on a beaucoup de mal à faire des politiques publiques territorialisées, et les politiques publiques territorialisées ont tendance à ne pas fonctionner. Oui, non, en tout cas, c'est vrai que ça a été très bien dit par Philippe Vasseur. De toute façon, les politiques territorialisées participent d'abord d'une prise de conscience et de la construction d'un projet. Enfin, le Rêve 3 est de ce point de vue quelque chose qui est tout à fait emblématique. Cela participe vraiment de la capacité à apprendre aux acteurs locaux à travailler ensemble. Avant de demander un soutien public, c'est quand même avant tout construire ce que l'on imagine être le développement d'un territoire. Comment est-ce que l'on imagine le développement d'un territoire ? Eh bien, on va le penser tout d'abord en identifiant bien ce que sont les atouts, ce que sont les handicaps de ce territoire, et ensuite quels vont être les points d'appui, les points d'amélioration que l'on va chercher. Un territoire, il se construit, cela a été évoqué tout à l'heure dans le cas de Cholet, il évolue toujours en fonction des transformations, de ces adaptations qu'il peut faire. Enfin, j'ai en tête l'exemple de Cluses dans la vallée de l'Arve. Excusez-moi, je fais encore une référence savoyarde, mais Cluses, c'est un territoire totalement enclavé, qui a quand même pas une grande ouverture, c'est en fond de vallée, c'est tellement en fond de vallée qu'ils ont une pollution pas possible, et pour autant c'est un territoire qui a tout le temps su se réinventer, changer comment dire, ses spécialisations productives, parce qu'il y a une véritable réflexion de ce que sont, une réflexion collective de ce que sont les atouts, les avantages d'un territoire. Donc l'État est un soutien, n'est pas un faiseur sur le développement du territoire. Mais ça, il est certain que les acteurs locaux sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire au niveau local. Bon, il y a un exemple d'actualité et un peu bête, c'est la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on a mis là en place récemment une expérimentation sur les emplois francs, par exemple, qui est une vraie politique, pour le coup, de cohésion des territoires. C'est-à-dire qu'on dit on va cibler les territoires de la politique de la ville et on va aider les gens qui sont à l'intérieur de ces territoires plus que les autres. Donc on est en plein dans la cohésion territoriale. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à définir ce que c'est qu'un territoire de la politique de la ville. C'est-à-dire on a mis un critère unique qui est de dire c'est les territoires qui sont les plus pauvres et qui concentrent la pauvreté. Mais sauf qu'en fait, à l'intérieur de cette géographie prioritaire, il y a des territoires où il y a 40% de ménages pauvres et d'autres où il y a 20% de ménages pauvres. Donc on voit bien qu'au sein même de la géographie prioritaire, il y a des hétérogénéités très fortes. Et surtout, la mesure, c'est si vous êtes une entreprise et vous embauchez quelqu'un en CDI ou en CDD qui vient de ces territoires-là,
vous avez une prime, on vous baisse les charges, voilà. Mais jamais dans le dispositif, on dit aux entreprises d'aller s'installer sur le territoire en question. On dit, si vous embauchez quelqu'un qui est sur ce territoire-là. Donc, il y a le problème de la géographie, on en revient sur à quelle échelle il faut regarder. Il y a aussi le problème de l'efficacité de la politique publique, qui est, est-ce qu'on veut développer l'emploi sur des territoires un peu en déshérence comme ça, ou est-ce qu'on s'intéresse aux personnes? Et on n'a jamais vraiment fait le choix clair entre les deux, entre une politique territoriale, l'ANRU, ce que vous voulez, ou une politique d'aide aux personnes qui vivent dans ces territoires-là. Il y a peut-être aussi un point qui est important, c'est les vitesses de transformation. Cela a été évoqué tout à l'heure, mais les vitesses de transformation se sont quand même fortement accélérées. Et ce que l'on a vu aussi depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est l'accélération très forte du processus de désindustrialisation. C'est un processus qui s'est fait probablement par trop rapidement. Enfin, c'est un processus qui concerne tous les pays. Même la Chine est en voie de désindustrialisation. Quand vous regardez le ratio des emplois industriels à l'emploi total en Chine, mais ce ratio décroît. Donc par cette seule métrique, on pourrait se dire que la Chine se désindustrialise. C'est un mouvement qui est cohérent. Tout le problème, c'est la vitesse à laquelle se fait cette désindustrialisation, parce que c'est cette désindustrialisation qui va qui va créer des ruptures dans les territoires. Donc, s'il y a un enjeu de politique industrielle que doit avoir l'État, c'est aussi un enjeu qui permet de renforcer, de sauvegarder des éléments de compétitivité, de manière à ce que l'adaptation des territoires à ce changement de donne puisse se faire dans un rythme beaucoup plus serein, où on peut effectivement construire des projets, ça prend du temps, imaginer des transformations des territoires, ça prend du temps. Et comme on a subi fortement cette désindustrialisation, notamment par le fait que l'on a perdu en compétitivité très rapidement, on n'a pas eu ce temps d'adaptation qui fait que très rapidement, eh bien, il y a eu une forme de crispation qui s'est faite sur la question territoriale. Peut-être que le pendant de la question qui est posée, c'est en fait, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de cohésion territoriale. En tout cas, ça a été évoqué tout à l'heure par Xavier Bertrand. S'il n'y a pas de la croissance, il ne faut pas attendre la croissance, la croissance comme le facteur qui fera de la cohésion territoriale. Et en cela, c'est effectivement la théorie du ruissellement ou du premier de cordée qui est mise à défaut. Je partage complètement. Mais on est un peu dans les conditions nécessaires. C'est une condition nécessaire, ça n'est pas forcément une condition suffisante. Effectivement, sans croissance, de toute façon, il sera très difficile de faire de la cohésion territoriale. Parce que vous aurez des réflexes qui ne seront pas des réflexes de construction de participation à une identité collective, on aura des réflexes qui seront probablement beaucoup plus individuels. Non, mais il est certain que pour distribuer un peu de richesse, il faut en créer. Donc quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En effet, il faut de la croissance, mais la question c'est quelle croissance? On voit bien, notamment avec la crise économique et avec la spécialisation d'un certain nombre de territoires, on a en gros les territoires industriels qui ont subi de plein fouet la crise économique, et puis les territoires où pour le coup les services étaient plus développés qui se sont plutôt bien maintenus. Donc on a réussi à maintenir cette certaine forme de cohésion territoriale. Après, une fois encore, la puissance publique a quand même sa part de responsabilité. Il y a énormément de mesures là, qui sont annoncées en ce moment en termes de fiscalité locale, en termes de... Juste sur la taxe d'habitation, par exemple. La taxe d'habitation, telle qu'elle fonctionnait, c'était tout sauf un mécanisme de cohésion territoriale. Puisque vous récupériez, vous êtes une commune pauvre, les gens ne payent pas la taxe d'habitation, vous êtes normalement, l'État compense en partie la perte de taxe d'habitation que vous ne captez pas, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on voit qu'il y a un déséquilibre entre les communes qui logent les ménages les plus modestes et les communes qui logent les ménages les plus aisés. Le gouvernement fait le choix de dire c'est une taxation qui est injuste. On remet ça à plat et on va compenser, on va mettre un mécanisme, on va gérer ça, on va recentraliser le dispositif de taxe d'habitation. Il y a une vraie question qui se pose, c'est comment on le fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on utilise ce moment-là de réforme de la fiscalité locale, parce qu'on parle aussi de la taxe foncière, est-ce qu'on utilise ce moment-là pour dire, en fait, on va faire de la péréquation entre territoires, on va faire de la cohésion territoriale avec cet outil fiscal ancien qui est la taxe d'habitation ou la taxe foncière, ou est-ce que juste on dit, on fige la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et puis les territoires qui ont moins, on continue à leur donner moins, et les territoires qui ont plus, on continue à leur donner plus. En plus, en disant aux collectivités, vous pourrez toujours augmenter vos droits de mutation à titre onéreux ou des choses comme ça. On voit bien que l'augmentation possible des droits de mutation à titre onéreux,
ça va fortement favoriser les communes où il y a beaucoup de mobilité, où il y a beaucoup de propriétaires, où il y a beaucoup de transactions immobilières et où les prix sont chers. Par contre, les communes où il y a 80% de logements sociaux et où il n'y a aucune vente, les droits de mutation à titre onéreux, ils n'en ont rien à faire. Donc, une fois de plus, l'utilisation des outils publics, et l'outil fiscal est un levier d'action publique important, mais les outils publics sont importants pour faire de la cohésion territoriale. Ils sont nécessaires, pas suffisants, mais nécessaires. Pour terminer, quels autres outils alors que les outils publics pour favoriser la cohésion territoriale? Ce sera le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, bon, j'ai enlevé déjà ma conclusion avec la condition nécessaire ou suffisante de la croissance, donc il faut que je trouve autre chose. Non, il y a un élément qui est important, ce sont vraiment les outils de mobilité. C'est aussi comment éviter le sentiment de relégation, avoir l'impression de se retrouver dans un territoire en totale déshérence. Quand vous êtes dans une zone qui vient de... Pourquoi la souterraine, c'est aussi dramatique? Parce que vous êtes dans une zone où vous avez des gens qui perdent leur emploi, qui ont acheté leur maison il y a quelques temps, et puis leur maison, d'un seul coup, le bassin d'emploi s'est vidé, leur maison ne vaut plus rien. Ils se retrouvent avec un actif qui est totalement dévalorisé, sans avoir de ressources. Ils perdent à la fois en revenus et ils perdent en richesse. Donc comment est-ce qu'on évite ce sentiment de relégation? Comment est-ce qu'on peut imaginer des outils de portabilité de la valeur d'un bien immobilier qui va vous permettre de vous reloger ailleurs, de pouvoir passer assez rapidement d'un bassin d'emploi à un autre et de ne pas se retrouver collé dans des bassins d'emploi. Il y a aussi, à un moment, penser les conditions de la mobilité. C'est probablement un des axes importants sur lesquels le gouvernement, en tout cas la puissance publique, peut intervenir. Merci beaucoup à tous les deux.